Bonjour tout le monde, bienvenue à la huitième édition de Géopod, donc votre rendez-vous hebdomadaire politique, actualité du monde entier, et puis avec un petit regard aussi sur le Maghreb. Alors, cette semaine, Mehdi, avec qui j'anime régulièrement ce podcast, va nous parler de l'IA, mais pas uniquement de l'IA, des dangers de l'IA, des conséquences de l'IA et surtout de son rôle dans le déclin de l'Occident. Pour ma part, eh bien, je vais toucher un sujet tragique, inquiétant, mais dans lequel pourtant on est véritablement plongé, à savoir les premiers pogroms en Occident, le retour plutôt des pogroms en Occident. Alors voilà, Mehdi, bonjour, bienvenue à toi et je te donne la parole. Merci Hafsa, bonjour à toutes et à tous bienvenue à vous. Donc moi effectivement je vais parler en fait c'est la continuité du sujet de la semaine dernière. J'avais commencé à parler des différents faits majeurs qui nous démontrent même que l'Occident est en déclin, est en effondrement même. Et j'avais abordé cet aspect-là des choses selon l'angle de l'automobile, de l'aéronautique et le côté militaire aussi, hein. Et aujourd'hui, donc, on va parler du volet IA, donc intelligence artificielle. Alors, comme vous le savez tous, enfin, je rappelle un petit peu le contexte déjà de la semaine dernière, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Alors, je vous conseille quand même de voir l'épisode de la semaine dernière, hein. C'est mieux de le voir pour pouvoir suivre, pour avoir une vision globale en fait des choses, hein, d'accord? Donc, je rappelle que je disais la semaine dernière que l'Occident est en train d'atteindre clairement, hein, j'avais présenté des preuves la semaine dernière et puis on continue aujourd'hui, donc il est en train d'atteindre la limite du capitalisme, hein, de son capitalisme impérialiste. Notamment, il est dans sa phase néolibérale vraiment exacerbée, hein. Néolibéralisme, bon, ça fait peut-être 40 ans qu'il est devenu, comment dire, hégémonique à travers l'Occident petit à petit. Et en fait, le néolibéralisme, pour rappel, en fait, il consiste à couper les dépenses, toutes les dépenses, même les dépenses vitales, pour dégager de la marge, en particulier pour la classe dirigeante, la classe bourgeoise, la grande bourgeoisie, hein, d'accord? C'est ça le néolibéralisme. Et donc, concernant le volet de l'intelligence artificielle, en fait, enfin, tout le monde a entendu parler d'OpenAI et de ChatGPT, hein. Donc, ChatGPT, voilà, c'est l'IA qui avait été présentée il y a 2 ou 3 ans par l'entreprise OpenAI, donc une entreprise états-unienne. Et en fait, cette entreprise états-unienne, mais aussi d'autres entreprises états-uniennes comme Anthropic, donc eux, leur IA, elle s'appelle Claude. Certains parmi vous doivent la connaître. Et ben, ces entreprises états-uniennes, OpenAI en tête, en fait, elles essayent de refaire le coup de Microsoft, le coup qu'avait fait Microsoft au début, à la fin des années 70, au début des années 80. Qu'est-ce qu'ils avaient fait Microsoft rapidement pour rappeler à tout le monde? En fait, Microsoft, c'est pas une entreprise d'ingénierie logicielle, hein. D'ailleurs, je pense que toutes et tous seraient d'accord que les produits Microsoft, ils ont souvent des bugs. Donc là, une entreprise qui a 50 ans aujourd'hui, Microsoft, hein, qui a 50 ans, elle a toujours des bugs, elle ne maîtrise toujours pas cet aspect-là des choses qui devraient être son cœur de métier. Eh bien, pourquoi vous me direz elle a connu autant de succès alors? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de concurrent à l'époque. À l'époque, donc fin des années 70, début des années 80, il n'y avait pas la Chine notamment. En Europe, il y avait des concurrents, mais en fait, ils ne bénéficiaient pas de l'impression de dollars illimités et à volonté pour pouvoir recruter des masses salariales énormes et produire comme ça des logiciels, hein. Les Européens ne pouvaient pas faire ça à l'époque, hein. C'est pour ça que les États-Unis ont dominé, et Microsoft notamment, les entreprises états-uniennes, Google aussi, même chose, Facebook aussi. Donc, c'est pas un mystère que ces entreprises états-uniennes ont dominé, c'est surtout parce qu'elles avaient accès à du crédit quasi illimité et très facile et à un taux quasi nul. Bon.
Voilà, donc c'est pour rappeler un petit peu pourquoi Microsoft avait réussi à l'époque à dominer. Donc aujourd'hui, malheureusement, Microsoft, il est en quasi-monopole, hein, ça s'appelle un monopole de fait. Hein, donc c'est pas un monopole officiel, mais dans les faits, c'est un monopole. Et c'est comme ça qu'il s'est devenu une des plus grandes entreprises au monde. C'est parce que ils avaient acheté, pour les plus anciens parmi vous, les vieux comme moi, vous vous souvenez sûrement de MS-DOS, hein, le système MS-DOS. Eh bien, MS-DOS, ce n'était pas Microsoft qui l'avait développé, c'était un développeur très talentueux. Microsoft, Bill Gates notamment, hein, ils l'ont racheté, ce logiciel, à ce développeur, et puis ils l'ont vendu à prix d'or à des entreprises. Hein. Et ensuite, ils ont développé Windows, mais tout le monde sait que Windows, c'était déjà très, très buggé à l'époque. Et aujourd'hui, bon, même si ça bug moins, en fait, l'interface, elle est vraiment, il y a beaucoup de friction, c'est vraiment, vraiment nul. Hein. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment nul. Hein. Bon. Et en fait, donc, OpenAI, ils veulent refaire ce modèle de Microsoft, c'est-à-dire la domination du marché par le monopole, hein, un monopole de fait, parce que officiellement, les gens d'OpenAI, en fait, c'est soi-disant, donc c'est des capitalistes, eux, c'est sûr, mais en fait, ils entourloupent les gens parce qu'ils disent que le capitalisme, c'est bien, c'est la concurrence et tout, mais en fait, ils détestent la concurrence. En fait, ils adorent le monopole, pour eux. D'accord? Donc, ils recherchent en permanence le monopole. Hein, d'accord? Voilà, c'est ce qu'avait fait Microsoft. Et c'est ce que veut faire OpenAI. Sauf que, pas de chance pour eux, ils ne peuvent pas refaire le coup de Microsoft qui a envahi donc la terre entière avec son système Windows. Et puis au-dessus de ça, il a vendu Office, etc., qui sont compatibles, en tout cas au début, c'était compatible qu'avec Windows. Donc les gens, ils étaient obligés, s'ils veulent utiliser Office, d'acheter Windows, hein, ceux qui n'avaient pas encore acheté Windows, hein, d'accord. Et donc voilà, tout un écosystème comme ça, Microsoft, qui s'est créé autour de Windows, et ça a verrouillé les gens, les clients. D'ailleurs, le business, le cœur de métier de Microsoft, ce n'est pas le génie logiciel, c'est le racket. Ça s'appelle du racket. Hein, d'accord? C'est arracher les sous des gens par la contrainte. Hein, c'est c'est du racket. Ça, il faut bien s'en souvenir. C'est pour ça que Microsoft produit toujours des logiciels buggés avec des interfaces nulles. Et puis, ils Mais essaient de prendre vos justement, données à tous les écrans. justement, quand tu parles de bugs, en fait, c'est pas délibéré parce que est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont nuls ou parce que c'est justement pousse les gens à acheter les antivirus, etc. et donc rester enchaînés à ces marques-là? Alors, les bugs, c'est des défauts. Hein. Les virus, c'est autre chose. Les virus, ils sont développés par des gens. Hein. Alors, est-ce que Microsoft, j'en sais rien. Hein, j'en sais rien, il n'y a pas de preuve à ce niveau-là. Mais les développeurs d'antivirus, eux, peut-être qu'ils développent aussi des virus. D'accord. Voilà. Mais Microsoft, ils vont pas d'antivirus. Microsoft, ils vont pas d'antivirus. Lui. Ah, Hein, d'accord. d'accord. Mais en fait, ils essaient ils ont déjà été pris la main dans le sac à voler des données des gens. Hein. C'est déjà arrivé, ils ont été condamnés pour ça. Donc voilà, donc OpenAI, ils essaient de refaire ce coup-là de Microsoft, hein, pour faire du racket des gens. Hein. Donc leur idée, OpenAI, c'était de dominer le marché de l'IA, d'inonder le marché mondial de l'IA et d'être les seuls qui produisent des IA qui tiennent la route, sauf que pas de chance pour eux, les Chinois, ils ne sont pas comme ils étaient aux années 80 ou aux années Oui. 70. Ils se sont beaucoup développés depuis et ils sont même, on pourrait dire, en avance. En tout cas, retournez à l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour voir les arguments dans d'autres domaines, donc l'aéronautique, l'automobile et le militaire. Et donc aujourd'hui, je vais présenter des arguments sur l'IA qui sont peut-être encore plus, encore plus comment dire, flagrants. Et, euh, donc voilà, donc OpenAI, ils n'ont pas de chance. Il y a les Chinois qui sont développés aujourd'hui, ils font du meilleur travail même qu'OpenAI, clairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année, si vous vous souvenez? Élection de Donald Trump, il a pris ses fonctions vers la mi-janvier 2025, et environ une semaine plus tard, il avait fait une espèce de cérémonie là, avec le directeur d'OpenAI et puis un directeur d'une grosse banque qui a financé notamment je crois qu'ils ont financé la campagne de Trump, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est un proche de Trump. Et puis aussi je crois que c'était un autre entrepreneur états-unien. Et en fait, ils avaient annoncé ce gros projet qui s'appelle Stargate. Hein, bon, ils sont inspirés par des séries télé, c'est normal, on a tous grandi avec ça. Ils appellent ça Stargate. C'est quoi ce projet de Stargate? En fait, c'est un projet qui consiste à investir aux États-Unis l'équivalent de 500 milliards de dollars pour créer les infrastructures. Donc, c'est ce qu'on appelle des data centers, des centres de données qui vont héberger donc les serveurs qui vont faire tourner ces IA-là. Hein. Donc l'idée, voilà, c'était d'investir énormément, voilà, pour pouvoir créer les conditions nécessaires pour le développement de ces IA-là, pour ensuite inonder le marché. Sauf que pas de chance pour eux, quelques jours plus tard, moins d'une semaine plus tard,
il y a DeepSeek, donc c'est une entreprise chinoise qui est beaucoup plus petite qu'OpenAI, qui est plus récente aussi. Eh ben, ils ont sorti une IA qui est gratuite et open source. Open source, ça veut dire n'importe qui peut la télécharger et la modifier, l'adapter, etc. Alors que l'IA d'OpenAI, vous ne pouvez pas la télécharger. Hein, vous pouvez juste la louer. Hein. Comme ils disent au WEF, hein, le World Economic Forum, vous ne posséderez rien, mais vous serez très heureux. Hein. Vous allez que louer des choses, et puis c'est la classe dirigeante qui va tout posséder. C'est ça le modèle d'OpenAI. Donc, pour eux, vous ne pouvez que louer leur IA, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors que les Chinois, ils ont développé une IA, ils l'ont mise gratuitement à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut la télécharger, l'adapter aussi. D'accord? Donc voilà. Et immédiatement, si vous vous souvenez, la bourse états-unienne s'est effondrée. Elle a perdu 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars juste parce qu'un éditeur de modèles d'IA chinois a sorti une IA qui est très performante, qui est gratuite en plus, d'accord, et open source en plus. C'est-à-dire n'importe qui peut la modifier et l'adapter. Voilà, donc c'est pour vous montrer comment, hein, il faut bien interpréter ce phénomène pour ce qu'il était. 600 milliards de dollars de pertes de capitalisation boursière des États-Unis, hein, donc c'est voilà, c'est les Microsoft, Facebook, etc. Google, c'est parce que leur modèle, il est basé sur le racket. Il est basé sur le racket. C'est sur cette base que autant d'investisseurs ont acheté les actions de ces entreprises-là. D'accord? Donc, quand il y avait tout à coup un concurrent anti-racket, on va dire, hein, DeepSeek, d'accord? Eh ben, ça a cassé le modèle, ça a cassé les fondations de ce modèle. C'est pour ça que la bourse s'est effondrée autant. D'accord? Il faut bien comprendre cette histoire-là de racket. Hein, c'est ça le business model des entreprises états-uniennes et puis du capitalisme impérialiste à la Oui, base, voilà, hein, parce que exactement. voilà, c'est ce qui fait partout. Voilà, c'est ce qui fait partout depuis 5 siècles. Voilà. Donc, pas de chance pour eux, OpenAI. Donc là, en fait, alors récemment, ils ont tellement reçu de pression à travers DeepSeek, ils ont sorti leur propre IA gratuite, open source. Hein. Mais bon, je pense que comment dire, c'est temporaire. Et puis, ils vont revenir à leur modèle de base. Mais c'est vrai que là, leur business model, il est cassé. Ils ne pourront pas reproduire ce qu'a fait Microsoft et c'est tant mieux. Parce que sinon, s'il n'y avait pas DeepSeek et puis d'autres entreprises chinoises, eh bien, on aurait tous été enfermés dans les IA états-uniennes. D'accord? Ça aurait été la catastrophe encore plus qu'avec Windows. Donc l'ironie, c'est la Chine communiste qui sauve ce secteur en apportant de la concurrence, qui est la base, en théorie, Oui, du libre marché. exact. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Oui, c'est un pays communiste, hein, parce qu'on peut dire que la Chine est communiste, même si elle n'est pas communiste au sens Oui, un tout à peu fait, oui, cliché c'est du vrai. terme. Mais effectivement, c'est la Chine qui a apporté la concurrence et c'est les États-Unis qui, en réalité, détestent la concurrence. Ils veulent le monopole et le racket. Parce que le monopole, c'est lui qui leur permet de faire du racket aux gens. Tu ne peux acheter que chez moi et il faut payer extrêmement cher si tu vas vendre le produit. D'accord? C'est comme ça. Et donc, ça, c'est un aspect très important. Bon, je pense que tout le monde a compris. Un autre aspect très important, et là, ça rejoint vraiment le côté néolibéralisme et privatisation en masse que tu connais bien, Hafsa, vivant à Londres, en Royaume-Uni. Eh bien, figurez-vous que ce qui s'est passé, ce dont ils se rendent compte là depuis janvier en fait, et puis ce besoin énorme de data center, donc ces énormes centres de données, eh ben, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une quantité d'énergie phénoménale, d'électricité. Hein, phénoménale, c'est des gigawatts. Alors, un gigawatt, ben, on va dire une ville de 100 ou 200 000 personnes, elle doit consommer jusqu'à 1 gigawatt. Donc, chaque data center, il va consommer comme une ville de 100 ou 200 000 personnes, voire même plus. Hein, d'accord? Et par contre, ceux qui connaissent bien le contexte états-unien savent que le réseau électrique états-unien a été privatisé il y a longtemps. Et les entreprises, bien sûr, c'est des entreprises privées. Alors, ça aurait dû toujours rester un service public. Mais ces entreprises privées, qu'est-ce qu'elles ont fait, évidemment? Elles ont cherché le profit, elles aussi. Donc, quasiment pas d'investissement et tous les bénéfices allaient sous forme de dividendes aux actionnaires. Voilà, c'est ce dont je parlais déjà la semaine dernière. Hein, c'est le sujet principal de ce dont je parle. Et donc, devinez dans quel état se trouve le réseau électrique états-unien. Catastrophique. D'ailleurs, ceux qui suivent un peu ce qui se passe en Californie, vous savez qu'il y a tout le temps des coupures d'électricité. En Californie!
D'accord, en Californie. D'accord, à cause du réseau électrique qui est complètement délabré. Délabré, c'est le terme. Hein. Et si vous connaissez des gens qui vivent en Californie, posez-leur la question, notamment au San Francisco et ces coins-là. Bon. Et du coup, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'ils veulent mettre en place tous ces data centers pour leurs IA, hein, pour développer leurs IA, eh ben, il faut qu'ils investissent en réseau électrique. Donc, en fait, l'investissement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que simplement les data centers. Il faut qu'ils rénovent un réseau électrique qui est complètement obsolète. Et ça prend énormément de temps. Un réseau électrique, alors on parle là des réseaux électriques de transport de l'électricité. Donc, c'est très gros. On voit les pylônes, hein, les très hauts pylônes avec des gros câbles dessus. Bah, c'est un peu ça, hein, d'accord? Et ça, en fait, ça met des années pour rénover ce genre. Mais quand je dis des années, c'est compter 10 ans, par exemple. Hein, 10 ans. Hein, au moins 7 ans, mais 10 ans. Et donc, pendant tout ce temps-là, ils ne pourront pas développer leur data center et développer leurs IA. Donc, vous voyez comment les États-Unis se sont sabotés tout seuls avec leur capitalisme Leur néolibéral. cupidité. Dans sa phase néolibérale, eh ben, ils ont saboté un aspect qui maintenant les empêche de se positionner dans l'innovation technologique la plus importante de notre époque et qui a des implications géopolitiques. Hein, parce que les IA, c'est comme les moteurs de recherche il y a 25 ans. Le pays qui allait dominer les moteurs de recherche, il allait imposer des standards culturels, et puis il vous montre certains résultats de recherche, pas d'autres. Hein, on sait très bien Exact. ce que c'est. Hein. Les Palestiniens, tout ce qui est pro-palestinien, ça va très très bas dans les résultats de recherche, vous ne les verrez jamais. Tout ce qui est pro-israélien, c'est mis en avant. Voilà, ça c'est un exemple, hein, d'accord? Et c'est la même chose avec tout un tas d'aspects. Vous savez que Google, moi je n'utilise pas Google depuis très très longtemps, hein, depuis une quinzaine d'années, fastoche, comme moteur de recherche, je n'utilise pas. Vous savez que Google, Et il tu fait tout le utilises temps. quoi, en fait? J'utilise DuckDuckGo. Hein, c'est un moteur de recherche voilà, qui est censé, en tout cas, il ne prend pas les données, il ne récupère pas les données. Et puis, normalement, il doit pas trop faire il n'est pas trop biaisé. Hein, d'accord. Bon. Mais en tout cas, je ne fais pas confiance, même DuckDuckGo, je ne fais pas confiance à ces résultats de recherche. Je fais toujours des recherches assez précises pour ressortir vraiment ce que je veux. Je ne fais pas des recherches un peu floues. C'est le meilleur moyen de se faire avoir par des résultats manipulés. Et donc oui, donc voilà comment les États-Unis se sont sabotés. Hein, ils se sont sabotés et en fait, ça les empêche de se positionner encore une fois donc, sur un domaine qui est très important parce que, oui, comme je disais, c'est pour ça que je parlais des moteurs de recherche. Autant les moteurs de recherche ont permis aux États-Unis de formater les cerveaux, notamment des jeunes aujourd'hui qui ont grandi voilà, depuis les années 2000, et ben, ils ont été formatés par Google et les résultats de recherche de Google qui sont alignés avec l'idéologie capitaliste, du capitalisme, en tout cas la propagande du capitalisme impérialiste états-unien. Et ben les IA, en fait, les États-Unis pensent que l'IA est stratégique pour ça, parce qu'ils veulent contrôler la façon dont les gens pensent. Hein, parce que là, les gens, en fait, ils sont en train de basculer de plus en plus des moteurs de recherche vers les IA pour faire leurs recherches. Même moi, je le fais. Hein. Moi, j'utilise DeepSeek, évidemment. Je mentionne au passage, mais je n'utilise pas ChatGPT, évidemment. Et donc voilà, donc en fait, les IA, c'est les nouveaux moteurs de recherche. Hein, et en fonction de ce que l'IA va vous dire, ben, elle va formater, oui, elle va formater votre manière de penser. Parce que les gens, ils font confiance aux IA. D'accord? Donc Mais voilà. pardon, est-ce que l'open source, c'est pas non plus très risqué? Parce que bon, c'est vrai que ça ne s'aligne pas sur une certaine pensée, c'est ouvert à tous, mais donc ça permet aussi à tout le monde de venir jeter son élément dedans et donc ça fournit quelque chose qui n'est pas tout à fait crédible ou correct, non? Ben, en fait, DeepSeek, donc c'est une IA open source. Elle a été entraînée par l'entreprise DeepSeek. Hein. Alors, ce qui est important, alors, on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui, donc on va laisser ça une autre fois. Je dirais juste rapidement que DeepSeek, par exemple, il a beaucoup moins de chances d'être biaisé que les modèles d'OpenAI. Pourquoi? Parce que comme c'est open source, ça veut dire que c'est transparent. On sait comment ça fonctionne. Hein, alors que les IA d'OpenAI, vous ne pouvez pas savoir. C'est une black box, une boîte noire. D'accord? Donc en fait, DeepSeek, il est possible qu'il soit un petit peu biaisé, c'est possible. Hein, j'expliquerai ça une autre fois parce qu'on n'a vraiment pas de temps. Mais voilà, OpenAI, c'est sûr, c'est biaisé, hein, parce qu'ils sont. En fait, les entreprises, OpenAI, Google, Microsoft, Yahoo et compagnie, Facebook, Meta, ben, en fait, c'est des tentacules de l'impérialisme états-unien. C'est comme ça qu'il faut les voir. C'est pas des entreprises classiques, chacune dans son coin. Non, c'est des tentacules de l'impérialisme états-unien. Bon.
Et donc voilà, donc les gens basculent de plus en plus vers les IA pour faire leurs recherches, pour s'informer sur le monde en fait, hein, d'accord? Alors pas s'informer en temps réel, parce que les IA vous informent, elles sont pas bien encore aujourd'hui pour vous informer sur des choses en temps réel, pour les news par exemple ou quoi, mais pour vous informer par exemple sur les faits historiques, pour résumer des choses comme ça, oui, les gens s'orientent beaucoup vers ça, hein. Donc utilisez DeepSeek, les gens, je vous conseille en tout cas, laissez tomber, il ne faut pas suivre les modes, hein, de toute façon. Vous savez ce que. Enfin, il ne faut pas suivre le troupeau. Le troupeau de moutons, il ne faut pas le suivre généralement, parce que le troupeau de moutons, vous savez, le berger, il les emmène paître, il les nourrit et tout. C'est pas parce qu'il les aime, c'est parce qu'au final, il doit les vendre il doit les vendre au boucher, hein, d'accord? Il doit les vendre au, comment ça s'appelle? Slaughterhouse. J'ai oublié comment ça s'appelle en anglais, en français. Abattoir. L'abattoir, merci. Il doit les vendre à l'abattoir, ils doivent être bien gros, hein. C'est pour ça, hein. Donc ceux qui suivent le troupeau, ben, ils sont en train de suivre le berger et finiront à l'abattoir. Bon, voilà. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais ajouter sur cet aspect-là? Oui, donc, oui, alors je vais juste ajouter quelque chose. On voit bien ici, et ça, il faut le comprendre aussi. Donc, la classe dominante, ce que j'appelle moi la grande bourgeoisie, hein, donc on ne parle pas de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie, on parle de la grande bourgeoisie, ceux qui tiennent le monde. Ben, en fait, vous voyez, en fait, déjà, c'est des parasites, hein. Je pense que tout le monde a compris à ce stade que c'est des parasites. Ils vivent sur le dos de tout le reste du monde. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas un parasite intelligent, hein, parce que je pense que les gens, tout le monde sait qu'il y a des parasites, en fait. On a tous des parasites dans le corps, hein, d'accord? À moins d'avoir vécu dans un environnement stérile toute votre vie, mais sinon, vous devez avoir des parasites. Par contre, vous savez que les parasites les plus intelligents, c'est ceux qui vivent en harmonie avec leur hôte. C'est vrai ou pas, hein? Donc, ils sont dans un coin de votre corps, ils se nourrissent et tout, mais ils ne prennent pas trop. Et puis, ils ne vous créent pas de problèmes, de dommages, hein, d'accord? Ça, c'est des parasites intelligents. Puis, vous avez d'autres parasites qui, eux, Gourmand. ils prennent trop, voilà, jusqu'à tuer leur hôte. C'est vrai ou pas? Ils finissent par tuer leur hôte. Et devinez, qu'est-ce qui leur arrive quand leur hôte meurt? Eh bien, eux aussi, ils meurent, hein, d'accord? Et là, je voulais faire ce parallèle avec la classe dominante, la grande bourgeoisie, parce que eux, on le voit là, avec ce réseau électrique états-unien dans lequel ils n'ont pas investi, hein, pour se faire des dividendes énormes, et c'est vrai qu'ils se sont fait des dividendes énormes. Eh bien, ça les a sabotés au final, hein, d'accord, parce qu'ils ne peuvent même pas se positionner dans l'IA. Hein, d'accord, et ça, faut le savoir, parce que l'électricité, elle ne va pas sortir, elle va pas tomber du ciel, hein. Réseau électrique délabré, ça veut dire zéro data center. Hein, d'accord? Donc là, ils vont se précipiter certainement pour rénover tout, mais ça va prendre des années, comme je l'ai dit. Et les Chinois, entre-temps, ils vont faire des bons en avant pour progresser dans l'IA, notamment dans des IA libres, open source et gratuites, parce que c'est dans leur intérêt de combattre comment dire, les armes de propagande occidentale. Voilà, donc vous voyez que cette bourgeoisie, grande bourgeoisie, il ne faut pas lui faire confiance parce qu'au final, elle est tellement destructrice qu'elle finit par se détruire et se saboter elle-même. Ça, c'est très important à comprendre, hein. Donc les gens qui se disent, ouais, je vais faire confiance à Elon Musk et tout, je vais le suivre et tout, puis peut-être que je vais récupérer des miettes, eh ben non, si vous le suivez, ben, vous allez finir dans l'abîme avec lui. Hein, d'ailleurs, Elon Musk, tiens, j'en parlerai encore une fois parce qu'il y a des trucs très intéressants, des choses très intéressantes à dire sur lui. Voilà, j'ai fini Hafsa, ma partie, hein, voilà, j'espère que c'était assez clair. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds, hein, je regarde toujours les commentaires. Et voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai soit dans les commentaires ou si ça demande un peu plus de temps, dans un prochain épisode. Écoute, je te remercie. Et encore une fois, je vais conseiller quand même à ceux qui nous regardent de revoir l'épisode de la semaine dernière parce que c'est vrai que tu as énormément expliqué le bon de la Chine et c'est très intéressant. Et comme par hasard, enfin, je sais pas, comme pour te répondre, en fait, les Chinois ont fait une parade militaire cette semaine qui a absolument émerveillé, époustouflé la planète, comme pour dire, vous avez vu, mais des pilotes de géopods, vous avez bien dit qu'il fallait écouter la Chine, voir ce qu'on a fait. Et donc, même Trump, avec son arrogance, n'a pas pu nier qu'il était véritablement impressionné parce que c'était impressionnant. Et d'ailleurs, pour rejoindre Alia, je regardais à un moment donné et je me demandais sincèrement si c'était des êtres humains ou justement l'IA. Tellement ils se sont perfectionnés dans l'art de ces parades et donc dans cette exhibition de leur force. Donc voilà, la Chine s'est véritablement imposée. Aujourd'hui, c'est plus une question de dire ah la Chine est en progrès.
La Chine aujourd'hui est bel et bien là, c'est le boss et cette semaine, elle nous l'a bel et bien déclaré. Alors ben justement, moi, mon sujet de la semaine, c'est encore une fois, ça fait plusieurs années qu'on parle et qu'on dit que l'Europe, l'Occident est au bord du fascisme, etc. Mais la réalité est que insidieusement, nous y sommes bel et bien. L'Europe est aujourd'hui fasciste. Alors, elle n'est pas encore en guerre, certes, mais elle est absolument et incontestablement dans le fascisme. Et si on prend un exemple que je connais bien, à savoir la Grande-Bretagne, donc en Grande-Bretagne, ces dernières semaines, nous avons été témoins des premiers pogroms. Alors, des incidents qui sont créés de toutes pièces, parce que c'est toujours comme ça, parce qu'on va développer peut-être un incident, l'exagérer ou même mentir. Et donc, en Écosse, on a montré une jeune fille de 14 ans qui brandissait une machette et un couteau, je pense, et elle prétendait avoir été victime d'un immigrant qui s'apprêtait à l'agresser. Et donc, tous les groupes d'extrême droite se sont réunis pour dire qu'il fallait arrêter l'immigration, qu'il fallait viser les endroits où étaient logés des demandeurs d'asile, parce que pendant la demande, il y a une enquête et donc on ne les laisse pas un peu circuler dans la nature, on les rassemble en Grande-Bretagne dans des hôtels. Et donc, il y a eu des attaques sur ces hôtels-là. Alors, l'ironie, c'est que cette jeune fille de 14 ans, en fait, a agressé un couple qui lui paraissait être brun musulman, mais en fait, il s'agissait d'un couple bulgare. Ils étaient chrétiens. Ils ne lui ont rien fait. Elle est venue, elle les a agressés. Ils ont répondu. Et donc, sa sœur a filmé pendant qu'elle prenait cette machette et qu'elle prétendait être agressée. Et ça a été développé en une grande crise. Et voilà donc que des groupuscules d'extrême droite se sont réunis pour s'attaquer à de nombreux centres où sont logés donc des demandeurs d'asile. Et il y a eu des personnes qui ont été passées à tabac, qui ont été violentées. Et on a vu ça et là, on a enregistré ça et là des attaques envers des personnes issues de minorités visibles, c'est-à-dire soit bruns ou noirs, soit portant le hijab ou un turban ou quelque chose qui démontre en fait qu'ils sont pas autochtones ou blancs. Donc voilà, c'est les premiers, c'est les prémices. Ce sont des attaques en groupe, ciblées, clairement racistes, et donc et ce sont donc des pogroms. Et comme durant la Russie tsariste, où on a vu ces premiers crimes-là, et puis par la suite un peu partout en Europe, il y a eu très peu, voire aucune réaction des officiels. C'est-à-dire que cette guéguerre, en fait, pour le moment, se déroule dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec ceux qui débunkent les histoires, mais ceux qui les exacerbent, ceux qui les exagèrent, ceux qui vont dire oui, peut-être que cet incident en Écosse avec la jeune fille était faux, mais ça n'empêche qu'il y a eu en effet un Pakistanais, un immigrant qui a agressé une jeune femme il y a quelque temps, etc. Donc, de toute façon, on va continuer à broder et il n'y a eu, et c'est ce qui est très inquiétant d'ailleurs, aucune condamnation de ces crimes. Pourquoi? Eh bien, parce que les partis principaux tentent désespérément de racoler le vote de l'extrême droite. Et donc, tellement qu'ils ont peur de perdre le vote de l'extrême droite qui paraît euh, très important, ils sont prêts à sacrifier leurs principes et donc abonder dans le sens de cette extrême droite. Et donc, ce qui aurait dû être fait, des déclarations fermes condamnant cela, des réactions aussi fermes en l'encontre de ces pogroms qu'il y a eu contre des vieillards qui ont manifesté en faveur de Palestine Action, qui est une organisation qui défend les intérêts de la Palestine, qui agit de manière tout à fait pacifique. On en avait parlé il y a quelques semaines. Donc, au lieu d'agir de la même manière contre des, des voyous, des hooligans, ce qui était dans les années 70-80 les skinheads qui s'attaquaient aux Indiens, aux Noirs en Grande-Bretagne, aux Maghrébins en France. Il y a eu le silence absolu et donc la guerre se poursuit uniquement sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que moins il y a de réactions officielles, plus les voyous se sentent renforcés et donc estiment qu'ils peuvent agir en toute impunité. Et quand il y a enfin réaction, quand il y a enfin arrestation, on les présente comme des victimes du wokisme, des victimes de la gauche,
comme des victimes, comme des martyrs de la liberté d'expression. Donc, il y a un an maintenant, il y avait eu également des manifestations qui se sont transformées, qui ont été très violentes, qui ont été soulevées par English Defence League, l'EDL, qui est une organisation dirigée par un jeune homme, enfin, monsieur, il a 40 ans maintenant, qui s'appelle Tommy Robinson. Et bon, ce qui est très intéressant, comme tous les groupes de l'extrême droite et occidentale et américaine, c'est qu'en arrière-plan, il y a toujours des financements sionistes. C'est un fait, ça a été avéré. Tony Robinson est très pro-sioniste, il est financé par des organisations sionistes, ça a été révélé dans tous les médias, il le revendique de toute façon. Et d'ailleurs, dans ces manifestations de l'extrême droite britannique, notamment, on voit toujours les drapeaux anglais, britanniques et israéliens. Ce sont les trois drapeaux dominants. Donc, il y a derrière tous ces groupuscules l'ironie. Donc, ce sont des fascistes, ce sont des gens qui, d'emblée, sont inspirés des théories nazies et qui, pourtant, sont financés par des sionistes, donc des juifs sionistes pour la plupart. Et donc, Tony Robinson avait soulevé un peu ses sympathisants pour qu'ils manifestent. Et des manifestations ont été violentes. Et une femme avait tweeté, alors il y a tout un débat sur la liberté d'expression, et je suis ouverte à ce débat-là, elle avait tweeté, allez-y, brûlez les salopards, il faut qu'ils crèvent tous. Elle a très rapidement effacé son tweet, mais bon, il y avait déjà eu un début d'attaque les hôtels où résident donc ces réfugiés. On avait déjà brûlé des hôtels et donc elle a été arrêtée et elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme. Et alors là, ça a été tout un débat. Est-ce que c'est la liberté d'expression puisqu'il s'agissait d'un simple tweet ou est-ce qu'il s'agit d'une incitation claire à la violence, sachant que justement, il y a eu des attaques et des gens qui ont euh, pris en compte ces conseils et ont été brûlés les hôtels. Et le problème, c'est que à sa sortie, donc elle est sortie, elle a fait, je crois, 3 ou 4 mois, elle n'a pas purgé la totalité de sa peine, elle est sortie en héroïne. Et donc, tous les médias de droite l'ont reçue, lui ont déroulé le tapis rouge en la présentant comme une martyre de la liberté d'expression qui a juste réagi à chaud par rapport à l'horreur des crimes qui sont commis, qu'on attribue plutôt à ces personnes de couleur, à savoir les crimes sexuels. Et donc voilà, c'est que on transforme les bourreaux en victimes et les victimes en bourreaux. Et c'est donc on est dans le discours typique de l'extrême droite. Ce qui est encore aussi intéressant, et peut-être plus intéressant encore, c'est que, alors dans les années 90, 2000, l'extrême droite, qui était encore assez marginale, elle a commencé à s'exprimer en visant essentiellement les musulmans, en accusant les musulmans d'être homophobes. Or, on sait tous que dans les années 70 et 80, qui est-ce qui aimait bien sortir aller casser du ou l'expression, c'était précisément les groupes d'extrême droite. Les musulmans, bon, ils ont une position très claire. L'homosexualité est un péché en islam, point barre. Mais il n'y a jamais eu d'appel à frapper, à casser, etc. Ces gens-là ont carrément fait partie de groupes qui visaient physiquement les communautés homosexuelles en Europe. Et à partir des années 90, ont adapté leur discours pour dire que justement, ils avaient un problème avec les musulmans, notamment parce que l'islam était hostile à l'homosexualité. Alors aujourd'hui, ils ont adapté leur discours parce qu'ils prétendent défendre les enfants et surtout, ils sont inquiets pour le sort des jeunes femmes mineures qui pourraient être victimes donc d'agressions sexuelles parce qu'on retourne encore une fois dans le discours typique de la droite, c'est-à-dire que le brun, le noir a toujours des visées et a toujours ce regard concupissant sur l'innocente, la blanche, etc., face à le prédateur brun. Et donc là, l'argument, c'est pour protéger les jeunes femmes, surtout et les jeunes mineures blanches, donc des agressions de ces personnes de couleur. Or, il s'avère que les taux de criminels sexuels au sein de ces groupes de droite est particulièrement élevé. Et donc, pour revenir à notre ami Tommy Robinson,
tous ses bras droits, donc toute son équipe, ont tous été à un moment donné condamnés précisément pour atteinte à la pudeur ou agression sexuelle contre des femmes et très souvent contre des mineurs. Donc il y a cette accusation inversée qui est le classique d'ailleurs de la droite et qui confirme à quel point aujourd'hui donc le discours de droite et le racisme et le nazisme et le fascisme se sont complètement banalisés au point où on est désormais témoin des premiers crimes, exactement comme ce fut le cas dans les années 30, avec notamment des débuts de crimes. Et aussi peut-être, alors, la question qui doit se poser par rapport à des minorités, en particulier les minorités visibles, c'est doivent-ils faire ou doivent-ils réagir comme un peu les Juifs d'Europe dans les années 30, c'est-à-dire que c'était des communautés, les Juifs d'Allemagne notamment étaient très très bien intégrés, et à ce moment-là, quand ils sentaient la montée du danger, ben, ils disaient, mais non, de toute façon. Et il y avait même cette espèce de racisme envers la propre communauté, parce que la bourgeoisie juive, qui était très intégrée dans la culture allemande, etc., elle-même avait un regard méprisant à l'encontre des juifs pratiquants avec leurs chapeaux, vendeurs d'olives, de cornichons, etc. Et eux-mêmes les regardaient de très haut. Et ils étaient presque sympathiques en fait à Hitler en disant ouais mais faut le comprendre quand même Adolphe, c'est vrai que ces juifs c'est quand même pas nous, ces juifs là ils sont rustres, ils sont ploucs, etc. Nous on est médecins, on est psychologues, on est intellectuels, c'est pas la même chose, il nous touchera jamais. Mais bien sûr, les racistes, ils ne font pas de discrimination. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque moi, mon sujet, un peu ma spécialité, c'est le berbérisme. Beaucoup en France ont tendance à dire dans les milieux berbéristes, oui, mais nous, on n'est pas la même chose. Nous, on est bien intégrés. Nous, les Français, nous aiment bien. Mais le raciste, quand il voit quelqu'un, il fait pas tellement la différence entre le Kabyle soft, le Kabyle light, l'arabe bronzé, etc. Le maghrébin, c'est tous la même chose. Donc, on retrouve comme ça ces mêmes parallèles avec la montée du fascisme. Et bien sûr, évidemment, on sait ce qui s'est passé donc durant la Seconde Guerre mondiale et à quel point les Juifs, donc ceux ont choisi de rester, bon, qui n'ont pas eu le choix non plus, mais bien sûr, ont fini par être visés au même titre que ces Juifs que eux-mêmes méprisaient, les Gitans, les Tziganes, etc. Et tout ce qu'eux-mêmes avaient méprisé auparavant. Donc voilà, la question qui se pose maintenant, c'est il y a aussi des musulmans, des bruns, des indiens, des noirs qui sont très bien intégrés, des personnes aussi dans le gouvernement actuel britannique d'origine indienne, etc., qui tiennent un discours extrêmement raciste. Donc ce que Malcolm X avait si bien décrit comme étant l'esclave de maison, le house slave, à savoir celui qui est de la plantation, l'esclave, mais qui veut servir les intérêts du maître encore mieux que le maître lui-même, juste pour pouvoir bénéficier des privilèges. Donc, on a des ministres, des personnalités politiques qui sont des house slaves au sens classique. Nous les avons donc en Grande-Bretagne. Il y a eu Bara Verman, Priti Patel, etc. Il y a eu en France, il y a Rachida Dati qui est classique house slave. Donc, chaque pays occidental a son house slave qui sert précisément l'intérêt et qui cautionne, en fait, qui est l'idiot utile, qui cautionne donc la politique raciste, puisqu'ils permettent à ces racistes de dire, mais voyons, on n'est pas raciste puisqu'on a une Rachida Dati, puisqu'on a une Priti Patel, puisqu'on a. Donc, voilà. Le fascisme est bel et bien là. Maintenant, quelle va être la réalité des prochaines années? Est-ce qu'on va vers une véritable guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir affrontement? Ou est-ce que justement la montée de la Chine va un peu freiner, va un peu occuper les esprits vers quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Parce qu'en fin de compte, quand on revoit l'histoire, même la montée du fascisme, nazisme du siècle dernier correspondait justement à un premier déclin occidental, à savoir le début de la perte des empires. Donc, c'était en plein perte de l'Empire britannique, le déclin de l'Empire français, le déclin de l'Empire allemand, etc. Bon, ils n'ont peut-être pas eu un grand, grand empire, les Allemands, mais tout de même, ils avaient de nombreuses colonies qu'ils ont commencé à perdre et tout ça. Donc, cette perte-là doit se traduire par une espèce de rattachement à une identité nationale
fondée sur un mythe, souvent, et donc exacerbée par une espèce d'idée d'une suprématie. Donc ça a été le cas le siècle dernier. On est peut-être, on est à l'aube d'un renouveau et d'un renouveau du déclin occidental sous une autre forme, face donc à cette montée en puissance de la Chine. Et donc, est-ce que l'instinct va être de comment c'est quoi? C'est l'autophagie au sein de l'Europe, c'est-à-dire où les pays européens vont se manger entre eux, ou est-ce qu'ils vont justement être trop occupés les prochaines années à essayer de sauver un peu les meubles pour faire face à la montée de la Chine? Là est toute la question. Donc voilà. Oui, ben, merci Hafsa pour cet éclairage. Oui, c'est évident que voilà, l'Europe retombe dans le fascisme, c'est effectivement évident et tu as donné des bons exemples à travers, en tout cas, oui, c'est cet exemple-là qui s'est passé au Royaume-Uni. Alors oui, la diabolisation des musulmans, oui, ça a commencé depuis un certain temps déjà. Donc oui, dire que c'est des homophobes et puis, etc., toutes sortes de tares complètement stupides. Ben, comme on dit, hein, si tu veux tuer un chien, dis qu'il a la rage. Hein, donc Exact. voilà, donc on va coller des étiquettes sur les gens qu'on veut éliminer, puis ensuite, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus acceptable de les éliminer. Et puis, oui, donc tu parlais un petit peu du défilé chinois, oui, défilé militaire chinois. Alors, je précise juste que ils ont présenté à peu près 76 équipements militaires, et sur ces 76, environ 47 étaient des nouveaux. Hein, c'est pour dire le degré d'innovation des Chinois, hein, notamment dans ce domaine. Et sinon, oui, alors concernant, alors, c'est très important, effectivement, la bourgeoisie juive, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, elle avait un mépris total pour ces pauvres juifs qui venaient d'Europe de l'Est. Et la bourgeoisie, d'ailleurs, la bourgeoisie juive, elle avait été complice Ouais. du régime de Vichy pour déporter ces juifs pauvres, entre guillemets. Bon, finalement, elle aussi, elle a été déportée. Et celui qui en parle très bien, c'est Maurice Rajfus, qui est décédé il y a quelques années. Donc, Rajfus, ça s'écrit Rajsfus, hein, Maurice Rajfus. Et il en parle très bien. Donc, lui-même est juif. Et puis, il avait grandi à cette époque-là, d'ailleurs. Et il en parle très bien dans ses ouvrages. Hein, donc, les personnes qui ça intéresse, c'est très important parce en fait, ces bourgeoisies-là, hein, ce que ça veut dire, en fait, cet exemple-là, mais il est généralisable, ces bourgeoisies-là, quand elles doivent choisir entre leur race, entre guillemets, et puis leur classe, eh bien, ils choisissent toujours leur classe. Hein, d'accord? Ils sacrifient leurs semblables en termes de race. Hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est toujours le cas. Hein, c'est toujours le cas partout. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. Voilà. Sinon, il y a aussi Félicien Faury qui a écrit un très bon ouvrage sur l'extrême droite dans le sud je crois que c'est le sud-est de la France. J'en parlerai une autre fois parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer sur qui est cette population-là, comment elle réfléchit, comment elle perçoit le monde et quels sont ses affects. Hein, d'accord. Très bien, merci Hafsa pour ce sujet sur lequel on reviendra, je pense, malheureusement, parce que voilà, hein, c'est Ouais. l'actualité, c'est comme ça. On passe aux news. Tu y vas ou j'y vais? Vas-y, vas-y. Alors, justement, bah, encore une fois, c'est une suite de la semaine dernière. Et là, je suis, mais alors furax, parce que enfin, c'est une info qui m'avait un peu échappé. Je parlais donc la semaine dernière, mon sujet de la semaine dernière, c'était l'ONU et à quel point cette organisation est non seulement inutile parce elle ne répond jamais aux besoins des pays du Sud, mais aujourd'hui, pire encore, elle renforce notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on est là à payer parce qu'on paye notre cotisation pour participer, donc pour être présent, pour être représenté, pour avoir une place, etc., tout en étant absolument incapable d'imposer notre voix, nos désirs, comme on le voit notamment avec la Palestine, le génocide à Gaza. Et donc, cette semaine, que s'est-il produit et qui confirme cela encore plus, ça a été la nomination de Annalena Baerbock à la présidence des Nations Unies. Et là, c'est véritablement mais une information, alors elle a été élue en plus, que je ne comprends pas, par 156 membres. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, donc de 2021 à 2025.
Et elle s'est avérée en poste donc au gouvernement allemand la plus fidèle des agents d'Israël. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire qu'à chaque étape, elle s'est prononcée en faveur inconditionnelle de l'État d'Israël. Donc, elle a augmenté les ventes des armes. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est le second fournisseur d'armes après les États-Unis. Donc, elle a augmenté de 30% les armes vers Israël, sachant pourtant, après l'intervention de la Cour internationale, qui a établi qu'il y avait à ce moment-là la possibilité d'un génocide. Donc, malgré cela, elle a tout de même augmenté les ventes. Elle s'est opposée au pourparlers pour un cessez-le-feu, estimant que tout ce que faisait cet État génocidaire et colonisateur était de la légitime défense. Elle a refusé d'honorer les mandats d'arrêt internationaux, c'est-à-dire que les membres qui étaient pourtant visés par des mandats d'arrêt pouvaient venir en Allemagne en toute quiétude, malgré donc les mandats d'arrêt lancés à leur encontre. Donc, elle s'est avérée être une inconditionnelle d'Israël au moment même où il n'y avait plus aucun doute sur les violations du droit international, sur les crimes commis par Israël et bien évidemment par le génocide qui n'a jamais fait de doute, cela dit. Mais bon, les gens ont un peu marché sur des œufs pendant des mois pour dire qu'il fallait une définition légale, précise, etc. Ce qui est une fumisterie totale, parce que je rajoute, petite parenthèse, qu'aujourd'hui, par exemple, tous les pays occidentaux s'accordent à dire que les Ottomans ont fait un génocide, ont fait le génocide des Arméniens en 1915. Or, le terme génocide n'est apparu qu'en 1944, lorsqu'un juif polonais d'ailleurs a trouvé ce terme. Donc, le terme n'existait même pas, et pourtant voilà qu'on l'applique rétroactivement à ce que les Ottomans ont fait en 1915. Et aujourd'hui, dans le discours occidental, pourtant, il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas eu d'experts, etc. On s'est juste accordé à décréter que les Ottomans avaient fait un génocide au peuple arménien. Et donc voilà, mais malgré ce que nous voyons, ce dont nous sommes témoins au quotidien des crimes israéliens, on continue tout de même à marcher sur des œufs, à estimer qu'il faut quand même des définitions très spécifiques et qu'il faut qu'il y ait des juristes et des experts, machin chouette. Bon, bref, malgré tout ce que nous avons vu, donc, cette femme, Annalina Baerbock, a été élue à la présidence des Nations Unies. Et le problème, c'est que ce n'est même pas une fonction honorifique. C'est elle qui décrète l'agenda qui va être discuté, c'est elle qui choisit qui seront les intervenants, etc. Donc, elle a un rôle très, très actif au sein de tout ce qui va se décider à l'ONU. Et donc, au final, même le fait d'avoir une petite voix qui pourtant ne porte même pas, puisque de toute façon, ce que nous disons n'aboutit à rien, n'a pas abouti à un cessez-le-feu, n'a pas abouti à l'envoi de casques bleus, n'a pas abouti à des sanctions sur Israël, à la suspension de vente d'armes. Malgré cela, ça voudra dire que dorénavant, même les voix qui s'élèvent seront limitées. Et c'est très, 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 très rageant de voir qu'une personne qui s'est autant investie et de manière ouverte et sans la moindre honte en faveur d'Israël au moment où Israël commet un génocide puisse occuper une si haute fonction au sein de l'ONU. Et donc voilà, encore une fois, voilà une confirmation à quel point cette institution est vraiment à détruire, quoi. Elle ne sert absolument plus à rien, si ce n'est de continuer à nous humilier. Voilà. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu la news et c'était assez choquant. Alors oui, tu disais 157 pays ont voté pour elle, c'est En ça? faveur, oui, oui, oui. Waouh, waouh, oui, C'est donc c'est ça. désastreux. Bon, voilà, mais ça montre bien, mon sujet préféré, tu le connais, hein, ça c'est la colonialité en action. Hein. Tous ces colonisés, parce que la grande, grande majorité des pays du monde, hein, les colonisateurs, c'est juste une poignée de pays. Hein. Mais tous ces pays-là, colonisés ou anciens colonisés, qui ont voté pour cette personne-là, après tout ce qu'elle a fait contre les Palestiniens et pour Israël, bon, ça montre bien que voilà, ils sont dans la fascination juste parce que c'est une blanche. Et voilà, elle va être bien, elle va être forcément bien. Et si elle a des défauts, bon, on lui pardonne, elle va sûrement se racheter. Hein. Voilà. Donc, on va trouver toutes sortes d'excuses. Hein, ça s'appelle de la projection vers le haut. Hein, donc, on donne tout un tas de qualités. Et puis, si elle a fait des choses pas bien, c'était sûrement un accident. C'est un accident, voilà, ça va se résoudre, etc. Bon, voilà, toutes sortes de trucs irrationnels pour justifier.
le choix du colon, d'accord, le choix du colon. Colons génocidaires, en tout cas complices largement du génocide. Alors pour comprendre comment dire, la relation de l'Allemagne avec les génocides, eh bien, je vous invite à voir Oui. mon interview du professeur Melber, Henning Melber, qui est allemand, lui. Alors, il a une histoire très intéressante, on n'a pas le temps d'élaborer, mais suivez le lien. Je vous conseille fortement d'aller la voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu avais d'autres news, Hafsa? Non, je t'écoute. Vas-y, toi d'abord, et je vais voir s'il y a quelque chose qui me Ça revient. marche. Ça marche. Bon, alors Venezuela, donc les États-Unis ont attaqué, ont bombardé un navire sur les côtes du Venezuela, 11 morts. Alors je présume que c'est un navire sous drapeau vénézuélien et puis que les personnes sont au moins en majorité vénézuéliennes qui sont mortes au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Hein. Alors ces derniers jours, depuis à peu près une semaine, les États-Unis ils ont envoyé je crois, un porte-avions, enfin voilà, des gros équipements militaires. C'est pas ça qu'on utilise pour lutter contre le trafic de drogue. Hein, ça se voit que Trump, il a les yeux sur le Venezuela. Alors, le Venezuela, je crois qu'il a la deuxième plus grande réserve de pétrole dans le monde. En tout cas, c'est une plus grosse réserve de pétrole dans le monde. Voilà. Hein, il est déjà sous sanctions états-uniennes. C'est pour ça que Il a c'est même la lancé un misère. mandat, il a même lancé un wanted. Oui, Il a donné 50 millions de dollars pour celui qui attraperait Maduro et le remettrait aux États-Unis. Donc on est en plein Cowboyland, voilà, classique Trump. exactement. Voilà, donc ça c'est comment dire voilà Trump, oui, et son administration qui ont les yeux rivés sur le Venezuela. Et voilà, à mon avis, il va utiliser le Venezuela pour distraire les États-Uniens parce que le Venezuela c'est une cible facile. Il y a beaucoup d'États-Uniens qui sont complètement endoctrinés, qui croient que le Venezuela c'est un mauvais pays. Bon, ils ne sauront pas dire exactement pourquoi, mais voilà, c'est un mauvais pays. Et voilà, enfin, c'est pas si mal de s'attaquer à lui. Bon, voilà. Et alors, je vais juste citer la réponse de. Alors, je crois que c'est l'ambassadeur du Venezuela à l'ONU. En tout cas, c'est un des officiels du Venezuela à l'ONU. Il a dit, si les États-Unis souhaitent combattre le trafic de drogue, ils devraient commencer par leurs géants pharmaceutiques Exact. qui ont légalement produit l'Oxycontin. Hein, et puis l'épidémie d'opioïdes. Hein. Donc, je trouvais que c'était une très bonne réponse. Hein. Il a répondu euh, vraiment de manière très, très précise et très Mais peut-être argumentée, très éloquente. un peu trop intellectuel. Mais moi, je vois un parallèle. Alors, tu vas peut-être rigoler, les plus jeunes va falloir leur rappeler. Moi, je vois un parallèle avec Monica Lewinsky parce que souviens-toi, donc dans la fin des années 90, Bill Clinton était en plein scandale, Monica Lewinsky. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Opération Desert Fox, renard du désert. Donc, il s'attaque à l'Irak, qui était une cible facile, qui était déjà diabolisée, etc., pour distraire l'opinion. Et là, on sait que donc depuis quelques semaines, Trump est encore en plein Epstein File. Sa base surtout réclame Hmm. de la vérité sur ce dossier qu'il s'était promis d'ouvrir. Et donc, il va créer une bonne distraction. Je pense que ça y est, les Arabes, le Moyen-Orient, les Arabes, on a un peu trop tiré sur cette corde-là. Donc, il va revenir sur la mode années 60-70, à savoir les pays d'Amérique du Sud. Et donc là, voilà, il s'en est pris au Venezuela. Je pense bien qu'il risque d'avoir une petite attaque assez sérieuse, pas trop longue, juste un truc éclair qui va comme ça galvaniser la foule américaine, permettre aux gens de chanter l'hymne national et ça, le patriotisme fanfaron dont ils raffolent. Et comme ça, on va d'ici 3 mois, plus personne ne parlera d'Epstein. Oui, voilà, ils vont se remettre à exporter la démocratie avec des bombes Voilà. et des mots de la misère, voilà, comme ils font d'habitude. Voilà, donc Ouais. cette démocratie-là, moi je dis non, merci. Alors il y avait le sommet, le Shanghai Cooperation Organization, donc c'est l'organisation de coopération de Shanghai, donc c'est un sommet qui a lieu toutes les quelques années entre les pays d'Asie. En fait, c'est les Chinois qui sont à l'initiative de ça. Hein, donc ils invitent en fait tous les pays d'Asie qui sont en lien avec eux. Puis même, ils ont invité d'autres pays qui sont pas des pays qui se trouvent en Asie. Et voilà, donc ça a été un énorme succès. Hein. Il y avait Poutine, il y avait Xi Jinping, bien sûr, le leader du Parti communiste chinois. Il y avait Poutine, il y avait Modi aussi. Hein. Donc ça, c'est très important parce que la Chine et l'Inde, jusque-là,
ils étaient pas en des bons termes, d'accord? Ils ont un conflit Ouais. territorial. Eh ben, Modi est allé et en fait, Xi Jinping, il a fait preuve vraiment de leadership parce que, contrairement aux Occidentaux, lui, il unit, hein, il cherche à unir. Et donc là, il est arrivé. Il est arrivé. Il y avait aussi Kim Jong-un, donc le leader de Corée du Nord. Et puis, il y avait une vingtaine en fait de leaders de pays, soit d'Asie ou en dehors de l'Asie. Il y avait notamment, comment il s'appelle, euh, euh, Fico, je crois, il s'appelle Fico. Donc, c'est le premier ministre de Slovaquie, hein, donc un pays de l'Union européenne et de l'OTAN. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et puis, il avait fait certaines comment dire, confidences, mais publiques, comment ça s'appelle, à Poutine. Et voilà, je vous en parlerai. Donc voilà, ce ils ont fait pas mal d'annonces. Ils ont annoncé, par exemple, que qu'entre la Russie et la Chine, il y aurait un nouveau pipeline qui serait construit. Siberian Power, je crois, il s'appelle, c'est Siberian Power 2. Donc, le premier il est déjà en service. Donc, ils vont en construire un deuxième. Et ce pipeline, il va permettre de répondre à une grande partie de la demande de Chine en gaz naturel, ce qui fait que la Chine pourra se passer du gaz naturel états-unien qu'elle importe aujourd'hui. Et donc là, avec ce pipeline, quand il entrera en service, ce sera sûrement dans 5 ans, 6 ans, eh bien, elle n'aura plus besoin du gaz états-unien et ça va renforcer les liens entre la Chine et la Russie. Donc ça c'est quelque chose de très important. Ils ont aussi, alors oui, alors comment est-ce que Modi s'est retrouvé dans ce SCO, dans ce sommet, alors que vraiment la situation n'était pas bonne entre la Chine et l'Inde? C'est parce que Xi Mhm. Jinping, en mars dernier, il lui avait envoyé une lettre, il a envoyé une lettre à Modi pour lui dire, voilà, on a intérêt à travailler ensemble et tout, à surpasser nos conflits, etc. Et apparemment, Modi, donc, surtout avec les États-Unis qui ont appliqué des sanctions à l'Inde, alors que voilà, l'Inde était plutôt leur allié. Donc là, ça a fini de convaincre Modi que voilà, il faut oublier l'Occident. D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un changement extrêmement important, hein, parce qu'on parle maintenant comment dire, de l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est l'Inde, l'ours, c'est Le la dragon. Russie. Et puis pour Le la dragon. Chine, rappelle-moi, Hafsa, c'est Le dragon. l'animal qui représente Le dragon. le dragon, merci, voilà, c'est le dragon. Voilà, donc ces trois-là, ben, ils sont en train de s'unir. Et voilà, en fait, ça crée un pôle énorme de contre-pouvoir à l'Occident, hein. Voilà, la Russie, la Chine et l'Inde. Donc, entre ces trois pays-là, il y a la maîtrise de l'ingénierie, de la recherche scientifique, donc côté Chine et côté Russie. Et il y a aussi les ressources naturelles côté Russie. Et puis, côté Inde, il y a aussi de l'ingénierie, même si elle n'est pas au même niveau que celui de la Chine. Et voilà, donc ces trois-là, s'ils collaborent ensemble, ben en fait l'Occident, il est fichu, hein. Et ça contribue un petit peu à ce que je disais avant sur l'effondrement de l'Occident. Donc, c'est l'Occident qui se sabote lui-même, mais en plus, tout le reste du monde qui cherche à s'unir pas contre l'Occident, mais pour ne plus être dépendant de l'Occident, hein. C'est ça plutôt la démarche, hein, d'accord? Et Voilà, on voit, c'est oui. là, pardon, c'est juste la sagesse chinoise, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, et c'est un peu une Oui. sagesse islamique, puisqu'on recommande toujours d'être en bon terme avec son voisin. C'est vrai que le voisin, la différence, c'est que le voisin, il va aller nulle part. Ni vous, vous allez bouger, ni lui va bouger. Donc, vaut mieux être en de bons termes. Et je pense notamment que Hum. l'une des raisons pour laquelle surtout enfin, les Américains et les Occidentaux ont toujours tendance à alimenter les conflits dans notre partie du monde, imaginons, par exemple, des rapports bien meilleurs, bien plus apaisés entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On a vu que l'Iran aujourd'hui avait développé des drones à une technologie très avancée, malgré un régime de sanctions qui dure depuis 40 ans. Et donc, imaginons toute cette technologie avec l'argent du moins, entre autres, de l'Arabie Saoudite, ça créerait un pôle très très puissant qui mettrait véritablement à mal les intérêts occidentaux. Or,
voilà, qu'on alimente sans cesse les différents religieux, etc., entre ces deux pays. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une certaine sagesse à être en de bons termes avec son voisin parce que ni l'un ni l'autre va partir et qu'au final, chacun peut apporter son plus à l'équation, comme le démontre parfaitement cette alliance justement asiatique. Voilà. Voilà, justement, en fait, le Brésil a récemment lancé un appel pour une réunion d'urgence des pays du BRICS. Hein. Donc voilà, donc c'est sûrement, en fait, clairement, il avait dit c'est pour contrer les actions, les droits de douane de Trump. Hein. Donc là aussi, il y aura sûrement une réunion qui va se faire dans les prochains jours ou semaines des BRICS. Hein. Donc là aussi, ils vont sûrement avancer dans leurs décisions pour s'unir et pour voilà, ne plus être dépendant de l'Occident. Hein, donc, ce n'est pas contre l'Occident, c'est pour s'affranchir de l'Occident et de sa domination. Alors, faut noter aussi que l'Iran a rejoint le sommet. Hein, il était là, le dirigeant iranien, Oui, le président iranien. Et cette fois-ci, l'Iran, il est membre du SCO. Hein, il n'est pas juste observateur ou quoi, hein, membre à part entière. Hein. Donc ça aussi, c'est une évolution majeure. Et certainement que sans Trump, ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Hein. Sans Trump et son agressivité, ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Euh, voilà. Sinon, oui, j'avais une série de news assez importantes liées au conflit en Ukraine. Alors, l'ancien président polonais Duda a affirmé que, alors c'est très important, hein, c'est très important comme news, il a affirmé, cet ancien président polonais qui s'appelle Duda, il a affirmé que Zelensky a tenté de faire passer le missile ukrainien qui était tombé en Pologne en 2022, qui avait fait un mort. Les gens qui ont suivi le conflit de près s'en souviennent, c'était vers la fin de 2022. Donc, c'était quelques mois après le début du conflit, hein, 6 mois ou 8 mois après. Donc, c'était, en fait, Zelensky à l'époque, donc c'était un missile ukrainien, hein, on savait à l'époque, mais il avait dit, Douda, que Zelensky essayait de le convaincre que c'était un missile russe et il le poussait à démarrer une guerre avec la Russie. Hein. Alors, c'était stupide de la part de Zelensky, mais voilà, Zelensky, il est stupide. Mais c'est pour montrer à quel point Zelensky veut la guerre. Il ne veut pas la paix, évidemment. Hein. Ça, c'est une preuve de plus. Voilà. Et par contre, moi, je me pose la question, est-ce que l'Ukraine n'a pas lancé ce missile exprès? Évidemment, je pense que les Polonais se posent la question aussi, hein, pour dire ensuite c'est les Russes. Bon. Alors, autre news, alors la Slovaquie, la Hongrie, les ministres des Affaires étrangères de la Slovaquie et de la Hongrie ont écrit à l'Union européenne pour demander des sanctions contre l'Ukraine. L'Ukraine qui a bombardé 3 fois un pipeline qui vient de Russie et qui alimente la Slovaquie et la Hongrie. Hein, donc l'Ukraine, elle l'a frappé 3 fois. Et donc, c'était intentionnel, évidemment. Hein. Comment dire, la réaction de l'Union européenne, c'est ben voilà. d'écriquer, hein, silence total, évidemment. Hein. Voilà. Et puis aussi, ouais, donc le Premier ministre de la Slovaquie, toujours, donc la Slovaquie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, donc il s'appelle Fico, il a rencontré Poutine, comme je disais tout à l'heure, au sommet SCO, et il lui a exprimé son regret concernant les positions de l'Union européenne. C'est très fort quand même. Hein. Il a exprimé ses regrets à lui concernant les positions de l'Union européenne. Donc il n'est pas d'accord du tout. Et il dit que l'Union européenne, c'est comme un crapaud qui est au fond d'un puits et qui ne voit pas que le monde a changé complètement. Hein, c'est pas mal comme image. Et voilà. Et puis il a aussi exprimé, c'est très important aussi, ça montre le shift, hein, le déplacement de centre de pouvoir. Il a exprimé aussi son souhait de normaliser les relations avec la Russie, hein, donc entre la Slovaquie et la Russie. Et puis aussi, il a aussi dit nous agissons avec fermeté contre l'attaque de l'Ukraine contre les infrastructures pétrolières. Hein, donc, il parle de ce pipeline-là qui a été attaqué. Donc là, il a une position ferme, hein, Fico, contre l'Ukraine. Il dénonce aussi le projet RePower, c'est un nouveau projet de l'Union européenne. Qu'est-ce qui vise ce projet-là? C'est pour s'affranchir complètement des sources d'énergie russes. Le pétrole, le gaz naturel liquéfié et puis même l'uranium. Ce qui est suicidaire parce qu'on a vu les conséquences de la destruction du Nord Stream. On en a parlé il y a 2 épisodes, je crois, de Nord Stream. La destruction du Nord Stream, qu'est-ce que ça a causé en Union européenne? Ça cause la désindustrialisation. Donc maintenant, ils veulent aller plus loin. Hein. Von der Leyen, enfin c'est von der Leyen évidemment, celle qui est aux Ouais. manettes, elle va aller plus loin en éliminant toutes les sources d'énergie qui viennent de Russie. Voilà, elle veut aller encore plus loin, ce qui est complètement suicidaire. Hein. Bon, voilà, c'est les news, c'est les news qui viennent d'Europe, hein, de l'UE. Alors, en parallèle, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Il a coupé un financement
que faisaient les États-Unis à l'Union européenne pour qu'elle maintienne des forces de sécurité, entre guillemets, aux frontières de la Russie. Donc, il a coupé ce financement-là. Hein, ça veut dire qu'il est en train de basculer vers la Russie, hein, et s'éloigner de l'Union européenne. Oui, en fait, toujours en lien avec le Nord Stream, qu'est-ce qu'il a demandé Trump à l'Union européenne il y a quelques jours? Il lui a demandé d'arrêter d'acheter du pétrole de l'Inde, parce qu'en fait, l'Inde, elle est en train d'acheter le pétrole russe et le vendre à l'UE, à l'Union européenne, d'accord? C'est comme ça que la Russie vend indirectement du pétrole à l'Union européenne. Donc là, Exact. voilà. Donc là, Trump, il a dit à l'Union européenne, je veux plus que vous achetiez du pétrole indien. Donc, on voit vraiment voilà, le maître qui dicte, hein, qui donne des injonctions à son esclave presque, hein, en tout cas. C'est Daddy qui donne, c'est celui de l'OTAN qui l'avait appelé papa, il se comporte comme le papa qui Voilà. donne des ordres, hein, tout simplement. Oui, c'est le papa qui donne des ordres à ses gamins. Voilà. Très bien. Alors, un commentaire du ministre des Affaires étrangères indien, il dit, on assiste à un gouvernement pro-business, donc il parle du gouvernement Trump, qui demande aux autres de ne pas faire du business. Donc, il dit, si vous avez un problème à acheter du pétrole à l'Inde, ne l'achetez plus. Voilà, donc lui, c'est sa Tout position. Donc, ça peut-être simplement. voilà, l'Inde, elle s'en fiche complètement. Et ceux qui ne veulent pas acheter le pétrole indien, c'est vrai qu'ils vont pouvoir le vendre à d'autres. Hein, d'accord? Il y Et a c'est ça, aussi. pardon, c'est ça toute la beauté en fait du Trumpisme, c'est qu'il a tellement brisé les règles de la diplomatie et du discours courtois, etc., qu'au final, il a permis à tout le monde de faire la même chose et maintenant tout le monde lui renvoie ses bêtises à la figure. On lui parle sur le même ton, on lui dit les mêmes choses. Et donc voilà, il récolte ce qu'il a semé. Ça fait très plaisir à voir. Oui, oui, exactement. Il a décomplexé la diplomatie mondiale quand elle s'adresse à lui. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que la Russie, alors je parlais il y a quelques semaines, c'était il y a 3 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, je parlais de la Russie qui a bombardé une usine qui modifiait des cartes électroniques qui venaient d'Occident, qui les modifiait pour qu'elles soient utilisées dans l'armement, les missiles notamment ukrainiens. Donc la Russie, elle a explosé cette usine-là, je disais. Et là, il y a à peu près une semaine, elle a explosé une autre usine. Cette fois-ci, c'est une usine qui produisait des drones turcs, Bayraktar, il s'appelle ce modèle de drone. Hein, donc là, elle a explosé cette usine-là. Donc là, les capacités ukrainiennes vont encore se dégrader, hein, les capacités de production d'armes. Et dernière petite nouvelle pour l'instant, je crois. Voilà, pour l'instant, on pourra s'arrêter là. Donc, Stellantis, alors la semaine dernière, je parlais de Stellantis quand je parlais de la partie automobile de l'effondrement occidental. Alors, cette semaine, il y a quelques jours, il y a 3 jours ou 2 jours, Stellantis, donc cet énorme groupe automobile qui rassemble une quinzaine ou une vingtaine de marques, donc c'est pas rien, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient toute recherche dans la conduite autonome. Donc, la conduite autonome, c'est les systèmes qui permettent, voilà, de lâcher le volant, puis c'est la voiture qui conduit toute seule. Donc, ils ont dit qu'ils allaient arrêter la recherche dans les systèmes autonomes. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti un système de conduite autonome et qui n'est vraiment pas satisfaisant, même s'il leur a coûté extrêmement cher. Mais ça, c'est logique parce qu'ils ont viré leurs ingénieurs. Donc, tout leur coûte plus cher à développer. Hein. Mais là, ils jettent l'éponge, carrément. Ils jettent l'éponge tellement c'est un désastre. Et plutôt que de se dire non, non, on va réembaucher des ingénieurs, on va reconstruire l'ingénierie, ce qui va prendre des années, mais au moins, eh ben non, ils abandonnent. Donc en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être obligés d'acheter le système chinois, les systèmes chinois. D'accord? C'est ce qui va leur arriver. Donc on voit là comment les choses changent et comment l'ancien client devient fournisseur et l'ancien fournisseur devient client. C'est vrai ou pas? Hein? Voilà, donc il y a plus de news, mais on laissera. Alors, Ghislaine Maxwell, on parlera un peu plus en détail la prochaine fois. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc, je rappelle qu'elle sera sûrement graciée. Hein, on l'avait dit la semaine dernière, mais on analysera un peu plus les choses une autre fois. Peut-être que ça sera fait, enfin je l'espère pas, mais peut-être que ça sera fait en marge d'une attaque sur le Venezuela, etc. Donc quand toutes les caméras seront sur cette attaque-là, cette info passera, Mm. passera très discrètement. Moi, je sais pas, on verra. Voilà. Eh bien, écoute, Exactement. voilà, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la semaine, des événements. Voilà, j'invite tout le monde à s'abonner, à partager les vidéos également, et puis surtout à participer à la discussion. Donc, Mehdi, comme il vous a dit, lui répond toujours aux questions et aux remarques, et donc elles sont les bienvenues. On espère que vous avez apprécié cet épisode, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci encore. Merci, Mehdi. Merci, Hafsa. À la semaine prochaine. Inch'Allah.